Bonjour Blaise. Comment vas-tu, Laurent? Écoute, je vais très bien et d'ailleurs je te remercie de participer à cet épisode de Banous pour un sujet qui, je pense, est le sujet le plus technique qui passe sur la chaîne. On va parler donc d'ordinateurs quantiques sans trop tomber dans le côté scientifique. Tout de suite, on va essayer d'être pédagogue. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Avec plaisir. Blaise Vignon, on s'est croisés, toi et moi, Laurent, chez Criteo. Je suis ingénieur de formation et ça fait maintenant 10 ans que je travaille dans le produit. Et depuis un an, je suis chef de produit chez Alice et Bob, qui est une des startups françaises qui veut construire un ordinateur quantique. Alors voilà, justement, tu as le fameux mot ordinateur quantique. Est-ce que tu peux nous donner une définition accessible pour nos auditeurs? Oui, bien sûr. L'ordinateur quantique, quelque part, les deux mots sont simples, hein. Ordinateur, c'est un objet qui permet de faire des calculs. Et quantique, ça veut dire qu'il fait des calculs en utilisant les propriétés quantiques de la matière. Donc la plupart des ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui sont des ordinateurs binaires. On utilise des bits qui peuvent valoir 0 ou 1 et on fait des calculs avec ça. Mais avant ces ordinateurs-là, il y avait d'autres types d'ordinateurs. Il y avait des ordinateurs analogiques pour faire des transformés de Fourier, des calculs de trajectoire. Il y avait plein de méthodes pour calculer. Il y en a eu plein dans l'histoire. Depuis 50 ans, c'est l'ordinateur classique, l'ordinateur digital et électronique qui a gagné, basé sur des transistors. Mais on peut en imaginer plein d'autres. Et l'ordinateur quantique, l'idée c'est de construire un ordinateur basé sur des propriétés de la matière quantique. En particulier, la brique de base pour construire un ordinateur quantique s'appelle un qubit. Donc un qubit, c'est un objet qui peut être quantique. Quand on dit qu'il peut être quantique, les deux propriétés qu'on va chercher à trouver, c'est qu'on va être capable de le superposer. Donc il ne va pas forcément valoir 0 ou 1 de façon exacte, mais il va valoir 0 avec une certaine probabilité et 1 avec une autre probabilité. Et on va être capable de l'intriquer, c'est-à-dire que si on a deux qubits, leur valeur va être liée par un état mathématique commun. Ils vont être dans le même état mathématique, même si c'est deux objets différents. Donc si on a des objets quantiques, type qubit, on peut utiliser cette propriété quantique de la matière pour faire des calculs qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur classique. Donc l'ordinateur classique, on fait des et, des ou, des XOR et ainsi de suite. Et en quantique, on fait des et, des ou, des XOR, et puis il y a quelques opérations qui ne sont pas accessibles à l'ordinateur classique. Elles ont des noms bizarres, Hadamard, Toffoli, et ainsi de suite. Et du coup, on peut faire des algorithmes qui ne sont pas accessibles à l'ordinateur classique. D'accord, donc en gros, c'est une étape normale dans l'évolution des ordinateurs, si je schématise, et c'est une nouvelle façon de calculer les choses beaucoup plus puissante. Exactement. Ce qui est assez marrant, c'est on a eu l'idée d'ordinateur avant d'avoir l'ordinateur. Si tu regardes l'informatique classique, il y a un tournant dans l'histoire de l'informatique classique qui est le travail de Ada Lovelace, qui a inventé la notion d'algorithme quasiment 200 ans avant qu'on ait l'ordinateur. Et dans l'ordinateur quantique, c'est un peu pareil. L'idée d'ordinateur quantique, elle est née en 85 puis en 95 avec les travaux de Feynman et de Shor. Et depuis, on essaie de construire l'ordinateur quantique. D'accord. Bon, pour nos auditeurs, on mettra des liens dans la description qui renvoient aux différentes personnes que tu cites. Euh, Donc, ok, j'ai un ordinateur qui sait calculer de façon dingue par rapport à la techno actuelle. À quoi on peut s'attendre à court, à moyen, à long terme? En fait, à court terme, à quoi je m'attends? Alors, je pense qu'il faut éviter d'aller trop loin dans la hype. L'ordinateur quantique, il y a quelques problèmes qui peuvent faire que l'ordinateur classique ne sait pas faire. Voilà, on en a identifié une demi-douzaine. Voilà, donc on l'attend sur ces problèmes-là, quoi. Et donc, si on en fait la liste, il y a des problèmes dans la cryptographie, des problèmes dans la chimie, des problèmes dans la simulation des matériaux. Voilà, la liste, elle fait dans le machine learning, la liste fait une demi-douzaine de problèmes qui sont des problèmes très importants. Si on fait la taille du marché qui est associée à ces problèmes, on tombe sur des dizaines ou des centaines de milliards de dollars. Mais c'est pas un ordinateur qui va remplacer ton ordinateur actuel. C'est un ordinateur qui va être bon pour ces problèmes-là. C'est vraiment une toute petite, en termes de nombre de problèmes, c'est un tout petit nombre de problèmes. À quoi il faut s'attendre à court terme? À court terme, j'ai envie de dire, si on pense court terme, 1 an, 2 ans, en ce moment, on est vraiment dans une phase de recherche. On cherche à prouver que cette idée d'ordinateur quantique qui existe dans la tête des gens, elle est réalisable. Et donc à court terme, ce que les entreprises comme la nôtre essayent de faire, c'est de montrer que cette idée est réalisable. Quand on aura montré qu'elle est réalisable, on ne l'aura pas forcément réalisée. On aura juste montré qu'on a les briques de base pour pousser la roadmap.
Et ce que l'industrie essaye d'obtenir, c'est ce qu'on appelle l'avantage quantique. euh, L'avantage quantique réaliste, l'avantage quantique utile, qui est le jour où on arrivera à faire un de ces problèmes-là, qu'on ne sait pas faire avec un ordinateur classique. Et donc ça, c'est du moyen terme, mais c'est surtout du long terme. On parle quasiment en dizaines d'années. D'accord, ok. Ouais. Ouais, en fait, tu dis start-up, c'est presque un labo de recherche si je Alors, prends une image ouais, alors simple. quand je dis on parle quasiment en dizaines d'années, les plus agressifs, et on fait partie des plus agressifs, en tout cas nous, voient ça à moins de 10 ans, plutôt 5-7 ans, mais quand même moyen terme, effectivement. Et est-ce qu'on est un labo de recherche Si je prends le cas d'Alice et Bob, mon entreprise, on est beaucoup, enfin ils sont beaucoup, puisque moi c'est pas mon cas, à être issus effectivement de l'académique, mais notre état d'esprit, notre façon de travailler et notre objectif, il est clairement de sortir d'un ordinateur quantique, pas de produire de la recherche. Produire de la recherche, c'est un moyen pour l'obtenir. Et les autres acteurs, IBM, Google, Amazon et toutes les startups de ce monde-là sont aussi dans cet esprit. On travaille avec les chercheurs, on travaille beaucoup de personnes issues de la recherche, mais notre objectif, il est industriel. On veut sortir un ordinateur quantique. Toi, je fais une petite aparté Mm. parce qu'en fait, par rapport à ce que tu me dis, et c'est fou parce que ça rejoint un épisode avec une ancienne personne de Criteo, et aussi Irène de Vulpian, que tu connais. On parlait justement de la création française en termes. Les ingénieurs français ont un excellent niveau, etc. Et en fait, toi, tu le prouves également à travers ce que tu dis, dans le sens où tu me cites tes concurrents, c'est Google, c'est Microsoft, etc. Et sans dénigrer, vous êtes une petite boîte française. Je trouve ça complètement dingue, en fait. Toi, ce rapport de force, et finalement, c'est un marché où il faut plus de matière grise que d'argent. Enfin, comment toi, tu vois les choses par rapport à ça? Il se passe quelque chose dans le quantique qui est très intéressant. Enfin, toi et moi, on a aussi vécu la révolution de l'intelligence artificielle. Et il se passe quelque chose dans le quantique qu'on n'a pas eu dans l'intelligence artificielle, c'est que tous les labos français ont joué le jeu. Et donc aujourd'hui en France, on a 5 startups du quantique qui veulent construire un ordinateur quantique sur 5 technologies différentes. Donc pour nommer les technologies, nous on est sur les superconducteurs, il y a des gens qui font des ions piégés, il y a des gens qui font des atomes neutres. Enfin, il y a 5 technologies différentes, il y a des gens qui font des photons. Et toutes ces startups en fait sont issues d'une filière académique. Et la France avait ces 5 filières académiques. Enfin, la France a en recherche en physique a plus de preuves à faire. On a encore un prix Nobel français 2022, qui est d'ailleurs un des cofondateurs d'une de ces startups que je te mentionne. Et toutes ces filières académiques ont joué le jeu. Et donc il y a quelque chose de très intéressant. Je ne sais pas si c'est dû à l'époque, au domaine, au capital. Je ne saurais pas te donner les causes profondes. Mais sur le quantique en France en 2022, le transfert de l'innovation, de la recherche vers l'industrie a eu lieu. Et enfin, tu te rappelles de l'intelligence artificielle, tu te rappelles des objets connectés, tu te rappelles de tout ça. Ça avait peut-être eu moins lieu à l'époque, la cybersécurité. Et donc c'est quelque chose de très très étonnant et de très enthousiasmant. Ouais. Donc tu es en train de dire, bon, je dérive un peu, mais que les Français peuvent s'accorder pour aller pour faire quelque chose un peu de constructif sans se taper dessus en permanence. C'est extraordinaire. Je te demande pas de réagir par rapport à ça, mon cher Blaise. Écoute, ok, je comprends bien. Donc si je résume un peu, c'est très clairement un super ordinateur qui répond à des problèmes très particuliers, qui est plutôt fait pour des professionnels à horizon 10 ans, on va dire. Euh, j'ai par rapport aux particuliers, alors pareil, question de newbie de dingue, mais je me dis là avec toute la hype du métaverse, du machin où il faut des super ordinateurs, est-ce que ça pourrait y répondre ou en fait pas du tout? Alors non, il n'y a pas d'algorithme qui soit dédié au métaverse dans le monde du quantique, en tout cas je n'en connais pas. Par rapport au métaverse, il y a quelque chose, je vais me permettre aussi une incise, qui m'a frappé, c'est que l'argent qui a été dépensé dans le quantique est une fraction de l'argent qui a été dépensé dans le métaverse. C'est vraiment, on parle de 10 à 100 fois moins d'argent, alors que le potentiel de révolution est à mon sens beaucoup plus élevé. Donc, si vous êtes investisseur dans le métaverse, je vous encourage à regarder le monde du quantique. Il faut des publicitaires. En fait, je pense que le jour où il y aura plus de publicitaires dans le quantique, il y aura beaucoup plus d'investissements sur cette thématique-là. Juste pour Ouais. compléter cette réponse, si on est un particulier et qu'on s'intéresse au quantique,
Sur les plateformes de cloud de Microsoft ou d'Amazon, pour quelques dizaines d'euros, on peut jouer avec un ordinateur quantique déjà. D'accord. Ok. Bah pareil, on mettra les liens et puis moi je Mm. regarderai à titre perso. C'est des sujets qui me passionnent. Alors, dès qu'on parle quantique, évidemment, j'ai fait mes petites recherches avant de te recevoir sur les ordinateurs quantiques, les vidéos YouTube, etc. Honnêtement, je ne suis pas expert du tout, mais je pense que, allez, 95%, il y a du bullshit, etc. Comment tu aiguises ton esprit critique par rapport à cette thématique? Comment tu détectes le bullshit, tout simplement? Alors c'est marrant parce que tu as commencé ta question par je suis pas expert. Et je pense que 80% des gens qui viennent me parler de quantique commencent par je suis pas expert. Et je suis rentré chez Alice et Bob, je n'étais pas expert. Et plus je suis chez Alice et Bob, et quelque part moins je suis expert. Et cette notion d'expertise, cette espèce de barrière, si tu veux, qui existe dans d'autres domaines techniques où tu te dis en fait. Si j'ai pas compris, c'est parce que j'ai pas l'expertise et donc il y a une barre de compréhension qu'il faut que j'arrive à franchir. Et tant que je l'ai pas compris, je suis pas légitime. Bien sûr, dans le quantique, elle peut paraître extrêmement forte parce que les maths sont compliquées, la physique est compliquée. Et il y a effectivement des escrocs qui s'en servent. Et donc il y a un test simple. Que nous on utilise chez Alice et Bob, c'est si tu peux remplacer dans ta phrase le mot quantique par le mot magique et qu'elle a le même sens pour toi, c'est qu'on est en train de te bullshiter. D'accord. donc si tu vois de la diététique quantique, c'est de la diététique magique, donc c'est du bullshit. Si tu vois du trading quantique, c'est du trading magique, c'est du bullshit. Et donc ça c'est un point. Et l'autre point, c'est la continuation de ce point en tout cas, c'est que le quantique c'est pas magique quoi. Effectivement les maths sont complexes, mais les maths permettent pas de te promettre monts et merveilles. C'est ce que je te disais, il y a que quelques algos qui vont marcher. Et donc la marque de l'expert quantique qui est pas réellement en train de te bullshiter, c'est probablement son humilité et quelque part son respect par rapport à la hype qui peut exister. On a tous dans le quantique, on a tous envie d'éviter ce qu'on pourrait appeler un hiver quantique où la hype nous aura emmené trop loin dans les promesses. Et c'est quelque chose, c'est une communauté qui vient de l'académique et qui aime beaucoup pouvoir être honnête vis-à-vis de ses claims, être droit dans ses bottes vis-à-vis de ses promesses. Et donc le vrai expert quantique, ceux que j'ai rencontrés, ils sont pas dans la surpromesse. Donc le côté magique et le côté surpromesse sont généralement des bons marqueurs de hype. Ok, très clair, merci. Justement, sujet qui m'intéresse également, c'est si jamais tu avais des conseils à donner à un jeune qui est en phase d'études, qui veut choisir de bosser dans cette thématique, ce serait quoi les conseils que tu pourrais lui donner? D'abord, bonne idée. Bonne idée. En ce moment, le quantique, là, depuis 2 ans, effectivement, a reçu beaucoup d'investissements et donc a créé beaucoup d'opportunités pour des jeunes qui veulent rentrer dans le domaine. Et donc, je mets ça aussi en regard. Donc, il y a effectivement eu beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'opportunités qui sont créées, mais je mets ça en regard de ce que je t'ai dit au début, à savoir qu'aujourd'hui, on n'a pas d'avantage quantique et donc on n'a pas de création de valeur à proprement parler. Et donc, les métiers qui existent aujourd'hui sont beaucoup des métiers qui vont viser à mettre sur le marché ces ordinateurs. Et donc, c'est des métiers qui sont extrêmement techniques, voire scientifiques. Et donc, dans les entreprises qui recrutent, le côté d'avoir une thèse en physique quantique, en informatique quantique, est un vrai plus. Et la question à laquelle je ne sais pas encore répondre, c'est les métiers, on va dire, d'ingénierie autour de tout ça. Il y en a quelques-uns qui commencent à exister, en particulier ce qu'on appelle le quantum engineering, l'ingénierie quantique. Donc tout ce qui est autour de comment est-ce qu'on construit ses puces, comment est-ce qu'on construit ses frigos, comment est-ce qu'on construit l'électronique qui va autour, commence à émerger. Et je ne sais pas jusqu'où ça va nous emmener. Tout dépend vraiment du succès de la filière. Ok. Je rajoute quand même que ça se tente, quoi. C'est le début de la vague, et puis si ça marche pas, c'est des compétences qui sont réutilisables ailleurs. Donc je pense qu'il faut se lancer sans hésiter. Ouais, et puis je pense que intellectuellement ça va tellement loin que une fois que tu sais faire ça, tu sais faire d'autres choses. Voilà, dans le pire des cas, ça marche. Ok, très clair. Alors généralement en fin d'interview,
je demande des ressources à mes invités. Est-ce qu'on peut le faire un petit peu différemment avec toi? C'est-à-dire des ressources pour une personne comme moi, c'est très limité intellectuellement, et des ressources pour plutôt des rockstars. Enfin, essayer de le splitter en deux. Alors, moi, je pense que quand on s'attaque au domaine du quantique, il faut vraiment pas se mettre de barrière mentale. Le domaine est récent, il est mathématiquement difficile, mais encore une fois, il n'est pas magique. Donc, il n'y a pas de raison que quelqu'un qui s'y applique pas ne trouve pas, ne comprenne pas ce qu'il a à comprendre. Encore une fois, si on il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret. Les ressources sont lisibles et accessibles par quelqu'un correctement motivé. Alors sur les ressources, sur l'introduction en quantique en général, le point d'entrée qu'on recommande souvent, c'est le gros PDF de Olivier Ezrati. Olivier, qui est un observateur du monde de la tech depuis 20 ans maintenant, s'est penché depuis 5 ans sur le quantique. Et dans cet esprit de comprendre le quantique, a compilé tout ce qu'il savait sur le quantique. Et aujourd'hui, il a un PDF qui fait 1000 pages à peu près, qu'on peut acheter en hard copy sur Amazon, et qui est très bien fait parce que les chapitres sont labellisés. Tel chapitre va intéresser les scientifiques, tel chapitre va intéresser les managers, tel chapitre va Donc ça, c'est très bien comme point d'entrée. Ça a un côté très complet. Et puis pour les gens qui veulent jouer avec des machines, le point d'entrée le plus naturel, c'est probablement la communauté Qiskit d'IBM. Donc Qiskit, c'est l'ensemble de la plateforme quantique d'IBM, avec des exemples de code, des tutoriels, un Slack. Donc ça, Qiskit, pour les gens qui veulent rentrer sur le côté technique, c'est très très bien. Si on veut rentrer très profond sur le côté scientifique, moi ce que je suis en train de faire, c'est les cours du MIT OpenCourseWare. Il y a des cours sur le quantique qui sont très bien. Et ça, on va dire, ça fait une bonne base. Après, il y a énormément de bouquins, il y a énormément de bouquins qui correspondraient à ce que tu irais chercher si tu apprenais une nouvelle techno de programmation, ainsi de suite, mais dans le quantique. Donc il y a des bouquins sur Q#, qui est un langage de développement, il y a des bouquins sur Qiskit, il y a énormément de ressources, mais les trois que je t'ai cités, le bouquin d'Olivier Ezrati, OpenCourseWare et Qiskit, c'est un bon moyen de commencer sur l'aspect technique de la chose. Ok, bah super, ça va me permettre d'avancer. Ce qu'on fera sur cet épisode, c'est qu'on ouvrira aux auditeurs en fait la possibilité de poser des questions, et puis on se permettra de te les envoyer si jamais nos auditeurs ou les personnes sur YouTube nous posent des questions sur cette émission de l'introduction au quantique. Merci beaucoup Blaise. C'est un plaisir. J'ai compris. Sache que c'est un bel achievement. C'est un double plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre si jamais tu as de l'actualité, etc. Alors, moi, je suis un vieux, je suis sur Twitter. Blaise_V. Donc, c'est là où en termes de réseau social, je suis le plus présent. Et mon entreprise, Alice et Bob, est également sur Twitter. Alice 2_Bob et sur LinkedIn. Ok, bah super. Merci beaucoup. Merci Laurent.